Je suis Hugo Sanudo, je développe des projets liés au foot à l'international et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de En dehors de ma surface. En dehors de ma surface, c'est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres, expériences de vie avec des acteurs du football. Aujourd'hui, notre invité est Matteo Zambrano, jeune attaquant de 23 ans franco-équatorien. Je suis né en France et j'habite depuis que j'ai 3 ans ici en Équateur, à la capitale Quito. Français pour les Équatoriens, Équatorien pour les Français. Vous allez voir, lui n'a aucun problème avec cette double culture. Au contraire. T'es né où en France ? À Paris. Ok, t'es un Parisien. T'es un Parisien. Oui, je suis parisien. Pendant cet échange, Matteo nous raconte sa vie à Quito, son parcours, des anecdotes et nous fait une vraie belle analyse du foot équatorien. On a deux villes qui sont celles qui ont plus de joueurs, que c'est Esmeraldas et le Valle del Chota. C'est des villes où tu vois tout le temps des personnes jouer au football partout, dans la rue, comme tu le dis, dans des petits stades. La sélection nationale, par exemple, le 80% des joueurs sont ou del Valle del Chota ou d'Esmeralda. Bref, encore un beau voyage. Bonne écoute. Bonjour Matteo, comment vas-tu ? Salut Hugo, ça va bien ? Là, à la maison, en train de me reposer un peu. Avec toi, on va partir loin. On est loin parce qu'on est obligé de le faire à distance. Parce que toi, tu es à Quito, en Équateur. Ouais, c'est un peu loin, on peut le dire comme ça. Ouais, c'est 10 heures d'avion quand même. Mais j'ai la chance d'avoir, de t'avoir, de pouvoir discuter avec toi du foot d'Équateur, de ta vie, de ta double culture. Je vais commencer avec une question. Tu sais, moi, je t'avais dit que je suis franco-argentin et j'ai une question qu'on me pose souvent, mais pour une fois, c'est moi qui vais la poser pour mettre les pieds dans le plat, tu vois. Tu te sens plus français ou équatorien ? Moi, je déteste cette question. Moi aussi. Je vais te dire un petit peu plus équatorien. En fait, comme j'habite ici depuis que j'ai 3 ans, donc c'est un peu plus ma culture, je pense, mais... Ouais, t'es les deux. Mais ça, oui, je suis les deux. Je peux pas dire que je suis plus l'un que l'autre, mais oui, un petit peu plus équatorien. Ouais, parce que de toute façon, ça va dépendre des gens. Les gens, ils te mettent des étiquettes. Ici, c'est sûr qu'en France, tu seras l'équatorien. Et là-bas, comment ça se passe justement ? Je voulais te poser cette question. Oui, ici, je suis le français. Ah ouais. Même en étant arrivé si jeune, t'es le français. Oui, je suis le français. Dans toutes les équipes où j'ai joué, je suis le français. Et ici, dans le championnat national, ils me connaissent comme le français, el francés. Ah ouais. Et ça s'explique comment ? Parce que tu parles équatorien comme un équatorien. Comment ils savent ? Ça se sait. Ils le savent parce que, je sais pas, dans les carnets pour jouer, tu sais. Après, il y a tout le monde qui cherche qui tu es. Donc, ils savent que je suis né là-bas. Donc, c'est comme ça qu'ils me disent. C'est ça. Parce que toi, tu es né en France et ta maman est française et ton papa est équatorien. Exactement. Ok. Et tu es né où en France ? À Paris. Ok. T'es un Parisien. Oui, je suis parisien. T'es très jeune, donc t'es retourné, t'es allé vivre en Équateur. Et après, depuis aussi, tu voyages beaucoup entre la France et l'Équateur ? Oui, en fait, quand j'étais dans les catégories inférieures des clubs, dans les écoles et tout ça, pendant les étés, j'allais en France. Maintenant, c'est plus compliqué parce qu'en fait, ici en Équateur, le championnat va depuis février jusqu'à novembre. C'est pas comme en Europe. Donc, j'essaye d'aller pour les fêtes de fin d'année, mais mes parents veulent venir aussi. Bah ouais, c'est ça toujours le problème. Donc, avec l'Amérique du Sud. Oui, ça dépend combien de temps ils sont venus eux ou si j'ai le temps vraiment d'aller. Parce qu'après, si j'ai 10 jours, ça vaut pas la peine. Ouais, c'est toujours ça. Hein, avec le continent sud-américain et l'Europe, c'est toujours tout le temps un questionnement. Est-ce que j'y vais ? Quand est-ce que c'est le meilleur moment ? L'hiver, l'été, c'est toujours compliqué. Et après, c'est pour ça que... Non, après, tu me diras, mais quand on est entre les deux pays,
des fois, on ne se rend pas compte et ça fait 2 ans, 3 ans qu'on n'y va pas, d'un côté comme de l'autre. Tu vois, le temps, il passe et tu te dis, ah ouais, en fait, ça fait 2 ans ou 3 ans que je suis pas allé voir ma famille de l'autre côté de l'océan. Mais ouais, il y a exactement 2 ans, je suis pas allé en France. Parce que il y a 2 ans, je suis allé passer fin d'année là-bas, Noël et fin d'année. Et après, quand mes parents n'étaient pas venus, parce que toute ma famille équatorienne est allée là-bas pour connaître et tout, donc ils étaient pas venus. Donc depuis 2 ans, c'est eux qui viennent et comme ils veulent voir ses amis ici en Équateur, ma sœur aussi, donc c'est mieux qu'ils viennent. Ouais. Et donc, toi, tu habites à Quito, la capitale. Oui, ici à Quito. Je vais te poser une deuxième question un peu compliquée. Tu peux nous raconter un peu, voilà, nous décrire un peu une journée à Quito pour qu'on essaye de sentir un peu cette ville et nous raconter un peu ton Quito. Ben oui, donc Quito, c'est une grande ville quand même. C'est pas Paris, mais pour l'Équateur, c'est la deuxième plus grande ville. On est à 2800 mètres d'altitude quand même. Donc, il y a quand des personnes viennent depuis, je sais pas, France ou même Colombie, ils sont pas habitués à l'altitude de Quito parce que 2800 mètres, c'est chaud. Donc, pour ceux qui arrivent, c'est difficile. Par exemple, ma sœur, quand elle vient en vacances ici, c'est vraiment difficile de monter par l'appartement, par les escaliers. Ouais, tu perds ton souffle, non? Ben oui, c'est super difficile. Tu dois 3, 4 jours ne rien faire et après tu peux commencer à faire vraiment des activités. Après, la ville, c'est surtout le matin, il y a plein d'embouteillages. C'est vraiment un truc de fou. Vers 8h, 9h et après à 4h, 5h, c'est quand tout le monde sort du travail ici. C'est vraiment horrible. Donc, c'est quelque chose que tu sens à Quito. Ouais, c'est un sujet. Si tu vas aller à l'autre bout de la ville, c'est un mal de tête Oui, pour savoir comment y aller. Et tu dois le penser 5 ou 6 fois si tu veux vraiment aller. C'est ça. Après, le climat, c'est un truc de fou aussi. Tu peux, à midi, un soleil insupportable, un soleil que tu veux plus le voir. Et à midi et demi, il commence à pleuvoir. Et ça s'arrête pas. Et le soir, t'as chaud et le matin, il commence à pleuvoir. Et dans 10 minutes, tu peux passer une rue et dans une rue, il pleut et dans l'autre, il fait soleil. C'est incroyable. Après, les gens sont sympas ici à Quito. Ouais, il y a une bonne ambiance. En fait, oui, c'est un peu comme en Paris, mais plus sud-américain, quoi. Parce que, tu sais, à Paris, les gens sont un peu plus, je sais pas, un peu plus distanciés. Ici, non, tu connais, pas tout le monde, mais tu connais beaucoup de gens et tu te croises tout le temps avec des amis, des personnes que tu connais. Donc, c'est sympa. Ouais, j'imagine. Et tu sais, j'avais fait un épisode avec Bastien Rodriguez, qui est analyse vidéo à Cali, en Colombie. Et là-bas, en Colombie, je lui ai parlé, on a beaucoup parlé de la musique. Est-ce qu'en Équateur aussi, c'est quelque chose d'important? Tu le sens chez les gens, oui. Dans le quotidien? Et peut-être dans le quotidien, pas autant, mais par exemple dans le football, oui. Dans le football, c'est la salsa, c'est de la musique colombienne, mais c'est vraiment tout le temps. Par exemple, après, dans le quotidien, tu as de la musique en anglais, tu as du reggaeton, tu as un peu de tout. Mais dans le football, c'est vraiment de la salsa. Ah ouais. Ah, dans les vestiaires, le monde du football, il est relié avec la salsa. Oui, surtout parce que comme la majorité des joueurs sont de la côte équatorienne, c'est la plage, c'est plus ou moins le Caraïbe, donc c'est vraiment la musique un peu colombienne, africaine, un peu un mélange de tout.
destino que quiso que aquí naciera en este lindo país de gente guerrera. Y aunque yo viva aquí o venga de afuera, soy ecuatoriano y esta es mi bandera. En mi corazón, en mi alma y mi mente, mi barrio y mi ciudad presente. Galápagos, costa, sierra y oriente. Orgulloso de mi patria desde el vientre. Nuestras costumbres que nadie nos las quita. El peloteo por las tardes con los panitas. La música full, el baile, las cervecitas. Pues encebollado. Comme je t'ai dit, on va parler de foot et d'autres choses. Mais là, tu as commencé un peu à mentionner le football parce que donc toi, tu as 23 ans et tu es devenu footballeur professionnel. Et tu joues pour un grand club d'Équateur, de Quito, qui est descendu il y a quelques années, non, c'est ça, en deuxième division, mais qui est en train de se battre pour remonter parce que c'est la division où l'équipe a toujours joué. Oui, en fait, j'ai joué, je pense, dans les 3 plus importantes équipes de la capitale de Quito. Je ne sais pas si tu connais Liga de Quito, ils ont été champions d'Amérique, de la Libertadores et tout, c'est où j'ai commencé. Après, je suis passé dans le Deportivo Quito, que c'est genre le Clásico. Avec la Liga de Quito. Liga de Quito Deportivo, oui. Ouais. Donc, je suis passé là et là, j'ai commencé vraiment à être en pro parce que j'avais 15 ans, 16 ans et je commençais à entraîner avec les pros. Je commençais à aller dans les matchs des pros. Donc là, c'est où je suis vraiment devenu pro. Après, cette équipe du Deportivo Quito a eu plein de problèmes économiques et ils sont allés dans la dernière catégorie du football équatorien. Et là, je suis passé au national et c'est où j'ai commencé déjà à jouer plus de matchs comme professionnel. Et jusqu'à maintenant, je suis au national. Je pense pas que je vais y rester, mais... Ouais, cette année, tu as fait toute une saison là-bas. Oui, ça fait 5 ans que je suis là. Mais toi, il est où l'amour du maillot? C'est quoi? T'es allé chez les 3 concurrents? Oui, j'aime bien les 3 en fait. Comme dans tous les clubs, tu passes autant de moments que tu les aimes bien par de différents problèmes. Parce que c'est vraiment, tu les aimes parce que tu as passé plein de problèmes dans cette équipe. C'est pas parce que tout est joli, quoi. Ouais, c'est ça. C'est dans la galère que tu apprends à les aimer. Oui, exactement. Mm-hmm. Et attends, mais c'est des clubs très où il y a beaucoup de concurrents. Je veux dire, c'est des clubs qui ennemis ou à Quito ça va, il y a une bonne relation entre les supporters. En fait, quand le Deportivo Quito était en première catégorie, c'était vraiment un vrai derby. Chaud parce que oui, c'était pas comme, par exemple, ici, il y a deux autres équipes, que c'est Barcelone et Emelec, que c'est des équipes de Guayaquil, que là-bas, c'est vraiment des fous, ils se tuent et tout. C'est pas comme ça, mais c'est vraiment une grosse rivalité. Et national, un peu moins. Oui, national, un peu moins. Je pense que comme c'est une équipe de militaires, peut-être... on rigole moins avec les militaires. Mais, oui, c'est surtout ça. Ok. Et attends, et National de Quito, le club où tu es en ce moment, c'est un club qui fait jouer que des Équatoriens, c'est ça? Oui, exactement. Je sais pas si l'Athletic Bilbao, par exemple. Ouais, c'est un peu ça. Ils font ça. Ouais. Il y a le Chivas au Mexique. Ils font jouer que des Mexicains. Donc oui, c'est l'idée. Ils ont voulu, il y a 2-3 ans, mettre des étrangers, mais ils n'ont pas accepté. Et si on remonte un peu avant, au début, voilà, comment t'es rentré dans le football et à quel moment tu t'es dit j'ai envie de faire de ma passion mon métier en fait? En fait, je pense que ma mère a dit que depuis que je suis né, il savait que je voulais être joueur de foot. Après, je sais pas si c'est vrai, mais oui, c'est peu à peu, je suis monté dans les catégories des clubs et c'est au Deportivo Quito quand j'avais 15-16 ans qui m'ont fait aller dans l'équipe pro et je devais laisser un peu le lycée parce que j'étais en train de finir le lycée, mais je devais faire les entraînements le matin. Ok, bah ouais. T'étais au lycée français, donc, toi?
Oui, à la Condamine, c'est le lycée français d'ici à Quito. Qui n'est pas habitué à avoir des jeunes sportifs professionnels, on va dire. Oui, ben non, je suis le seul vraiment pro qui est sorti de ce lycée. Mais après, j'ai eu beaucoup l'aide du directeur parce que lui, il avait été judoka. Donc, il comprenait vraiment mon problème et il m'a aidé. Et la dernière année, terminale, je l'ai fait par... Ouais, je correspondance. sais pas comment ça Ouais, s'appelle. à distance. Par Ouais. correspondance. Ouais. Mais avec une institution en France, pas avec mon lycée. Ah, ok. Tu pouvais plus suivre les cours dans ton lycée normal. Non, j'allais au lycée de temps en temps pour que le professeur m'aide et pour pouvoir faire le bac au lycée. Mais après, j'ai fait tout terminal par Internet, quoi. Ouais. Et donc, toi, tu as un profil un peu différent des autres joueurs de ton club, même du foot équatorien, non? Entre ton côté français, ton côté où tu as fait toutes ces études, où tu as continué à étudier, tu dois un peu dénoter, non? Oui, en fait. Oui, c'est le 95% des joueurs de foot en Équateur qui finissent pas les études du lycée, quoi. Donc, vraiment, c'est différent parce que même en parlant en espagnol, tu sais, et tu vois qu'ils font des fautes, par exemple. Mais j'ai des coéquipiers qui font l'université ou qui ont 2 titres en université et tout. Je suis pas le seul parce que il y a des cas. Mais après, le seul qui parle français, oui, je suis le seul. Ouais, ça, je pense. T'es bien intégré, ça se passe bien, ils en rigolent. Quel type de relation? Ou t'es un joueur comme tous les autres et finalement, voilà, ils savent que voilà, t'as un parcours un peu différent, mais ça change pas grand-chose. En fait, au début, c'est difficile parce que ici en Équateur, c'est surtout, je vais le dire, c'est surtout les pauvres qui jouent au football pour sortir de cette économie. Après, au début, je te dis, comme moi, j'avais un peu d'argent et tout, ma famille, c'était difficile, surtout pas les joueurs, mais le monde du football, les entraîneurs, les dirigeants et tout, ne le voyaient pas bien. Mais après, comme on est les mêmes joueurs depuis que j'ai 12 ans, donc on a vraiment fait toutes les catégories ensemble, dans d'autres équipes et tout, mais on se connaît. Donc maintenant, je suis vraiment comme si j'étais un deux. Ouais. Mais tu dis que plutôt, il y a des entraîneurs qui pouvaient dire ah non, mais lui c'est un favorisé, voilà, on va lui mettre inconsciemment, je pense, mais des bâtons dans les roues, on va l'embêter, Oui, jusqu'à maintenant, même jusqu'à l'année dernière que j'étais au club, je le sentais. Tu le sens parce que tu vois comment ils sont avec toi et comment ils sont avec d'autres. Toi, tu peux faire des choses qu'ils n'ont pas pu le faire, ou toi, tu vas à l'entraînement en voiture et c'est quelque chose qu'ils ne prennent pas bien, quoi. Donc, tu le sens jusqu'à maintenant, tu le sens. Après, tu as toujours des entraîneurs que ça leur intéresse pas. Ouais, bien sûr. Mais ici, comme on dit ici, la vieja escuela, que c'est ceux qui ont été le plus de temps dans le foot, c'est plus ou moins eux. Et là, toi, cette année-là, vous avez failli monter, si j'ai bien compris, et finalement, vous n'avez pas pu monter. Oui, on n'est pas monté par un but. Ah ouais? Après la fin de tout un championnat? Un but. Oui, et en fait, c'est pas juste un championnat comme ça, quoi, parce que au début de l'année, on était les joueurs du club, qu'on a été presque tout le temps dans le club, et les entraîneurs ont amené 18 joueurs. Qu'ils étaient pas bons, hein. Je vais te dire, ils étaient pas du tout bons, ils étaient pas meilleurs que nous. Et le club a eu plein de problèmes économiques et la fédération ne leur a pas laissé inscrire de joueurs. Donc, ils devaient jouer avec des joueurs seulement du club qui avaient déjà contrat avec le club ou qui étaient... Okay. Ils n'ont pas pu faire jouer les 18 nouveaux joueurs. Exactement. Ouais. Donc, une tension. ils ont dit, donc
Ah, maintenant, c'est à vous de voir. Genre, comme, tu voulais jouer? Ah, ben maintenant, c'est ton opportunité. Si tu le fais bien, tant mieux. Et si tu le fais mal, c'est ta faute, c'est pas la nôtre. Comme ça. Donc, Bonne ambiance. ouais, super. Tu sentais la confiance de tout le monde. Et aussi, dans le championnat, ils ont laissé inscrire juste 18 joueurs, pas plus. Donc, par exemple, 18 joueurs, on pouvait pas faire entre nous foot parce que tu as besoin de 22, au moins. Donc, il y avait des joueurs de catégorie inférieure de 15 ans, 17 ans qui venaient faire les entraînements avec nous, mais qui pouvaient pas jouer. Donc, imagine 35, 36 matchs, juste 18 joueurs. On était 11 qu'on jouait plus ou moins tous les matchs. Et après, c'était vraiment les plus jeunes, ils avaient 17 ans, qui, qui rentraient de temps en temps, 10, 15 minutes comme ça. Mais c'était vraiment 11 joueurs qu'on a joué les 36 matchs, blessés et tout. Il y a eu des matchs, on avait des blessés, on avait des joueurs qui avaient des cartons rouges. Donc, ils ne pouvaient pas jouer. Dans des matchs, on est allé 14. Ah ouais. Imagine, donc c'était 14, on était les 11, un joueur, un gardien comme suppléant et deux suppléants. Ça a été vraiment bien si on pouvait le faire. Tout le monde nous disait ça. C'est jamais passé dans l'histoire. Et on en parlait beaucoup à Quito et en Équateur de votre Oui, histoire. oui, oui. Ouais. El segundo tanto le pegó Zambrano, Mateo Zambrano, los dos elementos del rojo, los que tienen el gol entre ceja y ceja, carajo. El Nacional pone la segunda con Mateo Zambrano también que tiene esta camiseta. En fait, on a été tout le championnat deuxième. C'est les deux premiers qui montaient. C'est les deux premiers qui montaient. Le dernier match, on a fait match nul 1-1. Et c'est c'est la troisième équipe qui au début de l'année était en dernier, qui a fini par monter de catégorie. Ah, horrible. Et ça, c'était là il y a quelques semaines. Oui, il y a un mois. Et maintenant ce qui est meilleur, c'est que les 18 joueurs, on n'est pas pris en considération même après votre année. Pour l'année prochaine. Oui. Non, ils doivent nous tester de nouveau. Ah, comme si tu n'avais rien fait au club. Oui, comme si j'avais jamais joué, comme si j'avais pas 50. Comme si j'ai pas 50 matchs avec le club. Ah, c'est les 18 joueurs qu'on était. Faut aller voir ailleurs, je pense. Oui, vraiment. Aujourd'hui, j'ai décidé, ils ont commencé à faire des trucs aujourd'hui, j'ai vraiment décidé, je veux plus être ici. Et attends, et l'entraîneur, c'était un entraîneur qui va rester ou il était un peu avec vous? Non, ciao, l'entraîneur, on n'est pas monté, le lendemain, il était plus entraîneur du national. Et même si on montait de catégorie, ça allait plus être l'entraîneur et nous, on n'allait plus être les joueurs. Ah, ok. Ben toute l'année avec ça. Je te l'assure. Non, et en plus, dans le football équatorien, ils te doivent 4-5 mois de salaire. Et par exemple, les plus jeunes, ils avaient un salaire de 200 €. Et en plus, avec du retard. Et en plus, tu ne les payes pas. Non, c'est un truc de fou. Et est-ce que, par contre, les publics qui vous a suivi, vous a soutenu toute cette année? Oui. Et plus que d'habitude pour une deuxième division? Oui, en fait, moi, j'avais pas eu autant de protagonisme dans cette équipe. Donc, j'avais des supporters qui m'écrivaient et tout. Mais cette année, ça a été vraiment, je pense que la plupart des supporters qui nous ont écrit. Quand on perdait, ils étaient là. Quand on gagnait, ils étaient là. C'était vraiment super. C'était vraiment une ambiance, une connexion entre joueurs et supporters que je pense que c'était en fait, on jouait pour eux. On jouait pas pour le club, on jouait pas pour l'entraîneur, pour la présidente. Non, on jouait, je pense que pour eux et pour nous. Il y a pas d'autre chemin. Tu t'es dit, je joue au foot pour ça, quoi. C'est un peu un objectif dans une carrière aussi, non? De sentir, bien sûr pas avec cette relation avec un club, mais sentir cette union dans une équipe et avec des supporters. Je pense que tu fais ce métier pour ça. Oui, et par exemple, on arrivait au stade et comme ils ne pouvaient pas rentrer au stade, ils nous attendaient 800 000 personnes dehors le stade.
Quand on arrivait avec le bus, ils étaient là presque tous les matchs. Ah, ils pouvaient pas, ils pouvaient pas aller au stade? Non. Okay. Ici en Équateur, là, à peine il y a 2 semaines, on commence à rentrer dans les stades. Mais par contre, ils vous soutenaient à l'extérieur? À l'extérieur, ils étaient tout le temps. Avant qu'on rentre avec le bus, ils étaient tout le temps en train de chanter et tout. Et c'était super. C'est vraiment jusqu'à maintenant, tu cherches et ils veulent pas qu'on parte. Ouais, bah ouais. Après, on va pas rester si vraiment ceux qui décident, ils veulent pas qu'on reste. Ils savent, les supporters savent bien ce qu'on a fait. Et toi, dans ta carrière, tu vois comment le football? C'est quoi ton objectif? Mon objectif, là, c'est d'aller en Europe. Ah ouais, là, j'essaie j'essaie vraiment de faire tout. Ben oui, je profiter de la nationalité. Comme ça, je peux aller en Europe et rester jouer là-bas jusqu'à finir ma carrière. Et si le foot t'emmène ailleurs que l'Europe aussi, est-ce que tu te dis ça peut être une bonne opportunité pour voyager? J'y vais. Là, il y a une personne qui m'a appelé de Corée du Sud. Intéressant. Je dis, ben oui, j'y vais. Je le pense pas 2 fois. En Colombie, ils m'ont aussi dit si je veux aller jouer. Donc, je sais que je vais sortir. Et ça va être un pas. Oui, ça va être un pas peut-être pour être plus proche à l'Europe. Bah ouais, et moi de toute façon, c'est ce que je dis tout le temps dans ces podcasts. Une carrière, c'est 10 ans dans une vie, donc c'est pas toute une vie, c'est 10-15 ans. Et le voyage, ça t'apporte énormément. Est-ce que rester toute sa vie en France, c'est mieux que celui qui a fait une carrière à voyager pendant 15 ans, à découvrir des pays, des nouvelles cultures, tu vois, je sais pas ce qui est mieux. Oui, c'est ce qui est beau. C'est ce qui est beau dans le football, mais aussi tu sens que tu passes pas des moments que tu veux vraiment le vivre. Moi, avec ma famille, par exemple, ces anniversaires, j'y suis jamais. Donc, mais après, tu le vois d'une autre façon et tu connais le monde par le football. Nous, par exemple, tout le pays, on le connaît. On le voyage par le football. On voyage dans le continent par le football. En Europe, les joueurs d'Europe, ils voyagent tout l'Europe et quand ils vont en sélection nationale en Sud-Amérique, ils connaissent la Sud-Amérique et ils connaissent l'Europe et ils connaissent tout le monde. C'est ce qui est bien. Ouais. Et aussi, quand tu vas dans un nouveau pays, tu sais, c'est pas juste que tu vas comme un expat classique. Tu rentres dans une culture d'un pays. Quand tu rentres dans un club, parce que il y a des coutumes, tu joues avec des gens du pays. Donc, t'as pas une vision de l'extérieur. Tu vis l'expérience de l'intérieur. Et ça, je trouve c'est incroyable dans le football, aussi bien un entraîneur qu'un joueur. Mais c'est que quand tu voyages, tu vis l'expérience du pays où tu es, de l'intérieur. Oui, et tu sais, c'est un peu le problème du joueur de foot équatorien, c'est qu'ils n'aiment pas ça. Ils veulent vraiment pas lâcher leur culture et ils veulent pas apprendre une autre culture. C'est pour ça que tu as des joueurs je sais pas, ils partent à 23 ans, à 25 ans. Et à 26 ans, ils sont revenus parce qu'ils regrettent tout. C'est vrai qu'il y a peu de joueurs équatoriens qui ont réussi à s'imposer, non, en Europe. Oui, là, je pense que là, c'est vraiment un moment pour que le joueur équatorien sorte. Parce qu'on a eu une légende du Manchester, c'est Antonio Valencia. Mais qui s'est dit, si je sors du pays, je veux plus jamais revenir jusqu'à finir ma carrière. Et je pense que c'est ça ce que doit penser un joueur de foot quand il sort du pays. Parce qu'après, tu fais tout le fric du monde et tu auras le temps pour profiter ce que tu veux. Parce qu'on n'a pas encore trop parlé, mais le foot en Équateur, c'est très important. C'est vraiment c'est une religion. Et là, c'est en train de très bien marcher. La sélection, en tout cas, ils sont en train de faire une campagne là, pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Ils sont 3e en ce moment. Et le foot équatorien marche bien. Oui, et je pense que, par exemple, des 11 joueurs titulaires de la sélection, il y en a 2 qui jouent en Équateur. Ouais, c'est ça. Avant, c'était 8 qui jouaient en Équateur. Mais maintenant, je pense que c'est la plupart qui jouent en Europe, au Mexique, aux États-Unis, qui viennent pour la sélection. Donc, c'est un grand pas pour l'Équateur. Et là, être pendant toute la qualification être 3e, parce que c'est pas que maintenant ils sont 3e, c'est pendant tous les matchs, ils ont été 3e. C'est vraiment
c'est vraiment chapeau. Et en plus, parce qu'ils n'ont pas plus de 26 ans tous. Hein. Ah ouais, c'est une Il y équipe en a très jeune. Il y a des joueurs de 19 ans, Ah, en de sélection. 20 ans, Incroyable. de 22 ans en sélection. Oui, tu as le gardien, l'attaquant le plus connu. Oui, tu en as 3 qui ont plus de 30 ans. Et après, tous, ils ont moins de 25 ans. Incroyable. Incroyable, je savais pas. Oui, c'est vraiment un procès qu'ils ont fait les équipes. Et là, on voit les résultats. Et toi, tu l'as vu un peu, même si tu es jeune et tu n'as pas non plus 30 ans d'expérience, mais tu t'as vu ces 10 dernières années, une évolution dans les centres de formation. Tu sens que, voilà, que le foot se développe et se structure. Oui, il y a, je pense, plus ou moins 15 ans, quand Independiente del Valle, que c'est une équipe qui commence à prendre beaucoup de pouvoir ici en Équateur, sa principale, je sais pas comment le dire, son principal travail, je peux le dire comme ça, c'est vendre des joueurs. Donc, ils ont vraiment fait un centre de formation comme en Europe. Ils font les investissements comme en Europe. Et ils vendent des joueurs à 5 millions, 10 millions de dollars en Europe. Depuis que cette équipe a commencé à faire ça, ils ont exigé aux grandes équipes de le faire parce que sinon, c'est leur acheter à Independiente les joueurs et après toi les revendre. Mais Independiente, ils ont passé pour ça. Et là, ils veulent seulement, eux, vendre des joueurs. Et ils sont en train de vendre au Sporting de Lisboa, en Belgique, au Mexique, partout. C'est fou parce que ça veut dire que la qualité des joueurs, elle était là, mais s'il n'y avait pas cette structure et ces centres de Et il n'y avait formation pas le travail. qui permettaient de faire, voilà, de développer un joueur et de le rendre, de le mettre au niveau pour pouvoir le vendre dans des pays à l'international. Oui, surtout, c'était pas développer le joueur, c'était développer la personne. Parce qu'il partait en Europe et dans 6 mois, il revenait. Donc, l'idée, c'était pas ça. L'idée, c'était les vendre et qu'ils restent en Europe toute leur carrière. Donc, il fallait Donc, changer par la exemple, mentalité. cette équipe, oui, exactement. Donc, cette équipe, Independiente, ils viennent d'acheter une équipe en Espagne, en deuxième catégorie, le Numancia. Ils viennent de l'acheter et ils commencent à envoyer des joueurs là-bas. Et après, ils vont leur vendre à d'autres équipes et ils font de l'argent. Ils ont compris que le football, c'est de l'argent. Ouais, et que les joueurs équatoriens étaient très bons intrinsèquement, quoi, de naissance. Oui, on le savait, mais on ne leur avait pas. Eux, ils le savaient, mais le joueur ne le savait pas. Ouais, c'est ça. Et je voulais savoir, parce que je parle beaucoup, moi aussi, avec des entraîneurs. Je parle beaucoup des pays africains et on parle beaucoup du foot de rue. Est-ce qu'en Équateur, c'est quelque chose qui se voit beaucoup? Les gens, ils jouent beaucoup dans la rue, mais même ou dans les petits stades, mais tu vois beaucoup de gens jouer au football voilà, toute la journée. Est-ce que c'est quelque chose? Ouais. Oui, partout, tu le vois partout. Surtout, on a deux villes qui sont celles qui ont plus de joueurs, que c'est Esmeraldas et el Valle del Chota. C'est des villes où tu vois tout le temps des personnes jouer au football partout, dans la rue, comme tu le dis, dans des petits stades. Ici, on l'appelle indoor. C'est le football 5. Oui, le foot à 5. Et là, c'est là que les joueurs commencent. On les voit là. Et après, tu as les petites écoles, mais vraiment, c'est dans la rue qu'on trouve les joueurs ici en Équateur. Ah ouais. Et là, tu me disais, il y a 2 villes. Esmeraldas, Valle del Chota. C'est incroyable. Et c'est 2 villes qui forment les meilleurs joueurs, en fait. Les meilleurs joueurs viennent de ces 2 villes-là. Oui, c'est surtout la sélection nationale. Par exemple, le 80% des joueurs sont ou del Valle del Chota ou d'Esmeraldas. Et ça, c'est sur la côte? Non, une c'est sur la côte et l'autre c'est à 1 heure de Quito. Ok. Et ils ont des clubs en première division, oui? Non, c'est ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas. Oui, c'est deux. Là, en fait, cette année, il y a eu une équipe de Valle del Chota qui est montée en deuxième catégorie, mais pas pro.
c'est la seule. Et à Esmeraldas, il n'y a jamais eu une équipe Incroyable. Donc, les petits jeunes, ils partent très tôt à Quito. Oui, dans les grandes équipes et à Guayaquil et ils passent toute leur vie là. Après, quand ils ont 20 ans, ils commencent à sortir des clubs. Et toi, tu t'es allé là-bas, ouais. Oui. Oui, en fait, dans l'Équateur, c'est tout petit, quoi. Tu mets 4 heures pour aller. Le plus loin, ça peut être 10 heures en voiture, mais c'est pas une autoroute. Ici en Équateur, c'est vraiment tu passes par les montagnes. Ouais. Oui, c'est pas loin en distance, mais ça prend du temps. Exact. Tu peux pas faire des autoroutes parce que bah ouais, t'es au milieu de la montagne. Tu peux pas passer dans la montagne. T'aimes bien, tu voyages beaucoup, toi, ou en tout cas avant cette année, ces 2 années où t'es devenu joueur professionnel. Oui, j'essayais par exemple les fériés. Tu vois, au foot, t'as presque pas de fériés. Tu dois entraîner, tu dois jouer. Donc, on avait un jour de plus. Par exemple, on jouait, je sais pas, vendredi ou on jouait samedi et on reprenait les entraînements mardi. J'essayais d'aller à la plage. C'est 4 heures en bagnole, mais c'est fou, donc tu es à 2800 après, mètres. T'avais plus le temps. Ou tu es à 2800 mètres et en 4 heures, tu prends la voiture et tu arrives à la plage. À la plage. Ouais, c'est super. Ouais, les plages ici en Équateur sont très belles. Et il y a beaucoup de Français à Quito. Il y a une grosse communauté d'expatriés. Oui, il y a pas mal de Français en fait. T'as le lycée français, ici t'as une alliance française. C'est quoi, il y a des entreprises? Oui, il y avait une entreprise, je sais plus son nom, qui amenait plein de Français. Et après, il y a plein de Français qui venaient ici en Équateur et ils aimaient autant l'Équateur qu'ils restaient. Ils voulaient plus retourner. Vraiment, c'est pas juste les Français. Par exemple, j'ai des amis colombiens qui sont venus ici et ils sont plus retournés en Colombie. Mais tu dois aller dans un autre pays d'Amérique du Sud, oui. Oui. J'aime bien. Je connais presque tous les pays d'Amérique du Sud. Le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Pérou, la Colombie. Et on est d'accord sur le meilleur pays. Hein. On va pas le dire, mais on est d'accord, je pense. Ben oui, je suis ici maintenant. Non, je parle pas de celui-là, je parle d'un autre. Donc on ne parle pas du même. Ok. Oui, dans le foot, on est d'accord. Ok. Bon, et Matteo, qu'est-ce que on l'a un peu dit, mais qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? En fait, j'ai fait une très bonne année cette année. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer l'année prochaine. Je sais pas, ça peut être une mauvaise année. Tu n'as plus les mêmes options de partir en Europe que tu as maintenant. Tu comprends? Donc, c'est un peu 50-50. Ok. Bon, en tout cas, moi, je te souhaite que tu signes dans un bon club, en tout cas un club où tu as envie d'aller, et que tu sois content avec ton choix, et que tu fasses une longue carrière. Mais en tout cas, moi, on va te suivre. On va bien suivre ta carrière ici. Et voilà, j'espère qu'on pourra s'appeler bientôt et qu'on fera un autre épisode dans un autre pays du monde et tu m'expliqueras ta vie là-bas. Ouais, super. Je t'expliquerai la différence avec la culture d'Équateur et du prochain pays. Exactement. On fera ça avec plaisir. Merci beaucoup, Matteo. J'ai adoré discuter avec toi. Prends soin de toi et à très bientôt. À bientôt et merci à toi pour l'invitation, pour avoir pensé à moi pour ce podcast et j'espère que dans l'année prochaine, on va reparler d'autres cultures. Exactement. On fait ça. Allez, à bientôt. Salut. Super. Au revoir. Merci Matteo, ça donne vraiment envie de venir découvrir l'Équateur. Ça me rappelle aussi l'épisode 12 avec Jimmy Adjuviboko qui me raconte la fierté qu'il a d'être de 2 cultures, de se sentir appartenir à 2 pays. Voilà, vous venez d'écouter le 33e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me contacter pour me dire votre avis et ce que vous en avez pensé à hugosanudo@hotmail.com ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et à bientôt. Baila esta